tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle rétrospective autour de Transformers, la célèbre franchise mondialement connue et ultra rentable. Je peux vous assurer que le sujet est super vaste et j'ai fait des choix pour le traiter, car c'est vraiment le bazar. Donc oui, il y a sans doute des choses que je n'évoquerai pas, mais même ainsi, vous allez voir que la rétro est très dense avec pas moins de 5 vidéos. Dans la première, je parlerai des jouets et de leur histoire, dans la seconde des dessins animés, et il y en a un bon paquet, dans la troisième des comics, dans la quatrième des films, et dans la cinquième des produits dérivés, et plus particulièrement des jeux vidéo. Donc vous le savez, Transformers, c'est à la base le nom d'un jouet ayant donné naissance à un dessin animé dans lequel on suit les aventures des gentils robots, Autobots, face aux méchants robots, les Decepticons. Ces robots ayant la particularité de se transformer en différents objets ou véhicules. Ce que l'on sait moins, sauf pour les fans de la franchise, c'est que cela nous vient du Japon. Et c'est donc ce que nous allons voir tout de suite, et pas plus tard que maintenant. En 1974... Stop, Inaman, il faut remonter davantage dans le temps pour cette histoire. Ah oui, excuse-moi Minimus Last. Et oui les amis, j'ai un Transmorphers, à ne pas confondre avec les Transformers, c'est bien différent. C'est pas la classe quand même. Et si vous vous posez la question, oui, ils se transforment. Tu leur montres? Ouais, il est un peu pudique, il aime pas trop qu'on le voit se transformer. Ah, attention, tada, c'est bon! Ouais, bon d'accord, ok, c'est pas franchement utile au combat, je l'admets, mais c'est quand même pratique quand vous faites une randonnée à 300 km de toute civilisation. Bon, c'est pas grave, revenons un peu en arrière donc. Dans les années 50, les Américains occupent le Japon et fournissent des tas de boîtes de conserve. C'est à cette époque que les Japonais vont développer une passion pour le thon. Pour les robots, pardon. En grande partie grâce à l'influence d'Astro le petit robot dont je vous ai déjà parlé. Et ces conserves vont être utilisées pour créer des jouets robots. Et là, il va y en avoir des tonnes accompagnées de mangas et de séries comme il n'existe nulle part ailleurs. Le design du robot devient tout un art, et on utilisera ensuite le plastique. En 1970, la société de jouets Takara, aujourd'hui fusionnée avec Tommy, acquiert la licence américaine G.I. Joe. Sauf que G.I. Joe, c'est pas un robot, c'est un soldat, et au Japon, on aime les robots, et pas forcément les soldats américains. Du coup, Takara va détourner la licence américaine G.I. Joe pour créer un cyborg appelé Henshin Cyborg. Henshin qui signifie transformation. Sauf que ça coûte cher le plastique, surtout en période de crise, notamment en 74. Ouais, vous savez, c'est l'époque du premier choc pétrolier, et le pétrole, ça sert à faire du plastique, donc forcément, les prix explosent. Donc Takara va avoir une idée et va réduire la taille de la figurine, en créant une nouvelle ligne de jouets appelée Microman. Ce sont des figurines articulées, accompagnées de véhicules et de robots en tout genre, à toute petite échelle. Les figurines s'appelaient ainsi car le storytelling de la gamme était de dire que les figurines étaient à l'échelle réelle. Bien que minuscules, les personnages venant de la planète Micro-Earth, et se déguisaient en figurines pour venir sur une bonne vieille planète. Donc la gamme Microman est créée et même commercialisée aux États-Unis sous le nom de Micronauts. Et c'est un carton. Au début des années 80, Takara va créer une autre toy line appelée Diaclone qui permet de transformer certains robots et véhicules de la gamme Microman. En 1982, la ligne Car Robot est inventée par Ono Kojin, mais un autre personnage illustre avait également beaucoup œuvré pour Takara, en l'occurrence Shoji Kawamori, très connu aussi pour son travail de conception sur la série Macross. Et c'est véritablement à partir de cette gamme qu'on utilisera des véhicules inscrits dans la réalité. En 1983, après de multiples séries, la gamme Microman propose une nouvelle toy line appelée Microchange, et cette gamme permettait de transformer des objets ordinaires comme des cassettes ou des montres en d'autres formes pour affronter le mal. Et c'est à ce moment que le géant du jouet américain Hasbro entre en scène. Hasbro vient de relancer sa franchise G.I. Joe, petit format dont je vous conterai l'histoire un jour, mais veut davantage de pognon. Veut davantage faire rêver les enfants. Et lorsque la boîte découvre Microchange, le concept d'objet qui se transforme plaît fortement et la société décide de s'associer à Takara pour créer une ligne de jouets uniquement basée sur ce principe de transformation. De là le nom est vite choisi, Transformers. Transformers, c'est donc la réunion de toyline japonaises, Diaclone d'un côté et Microchange de l'autre. Et quand vous voyez les images d'archives et la gamme japonaise, vous ne pouvez que constater que ces Transformers. Les plus connus sont déjà là, mais ils n'ont pas encore leur nom. Alors, ce que je trouve sympa dans cette histoire, c'est que quand vous faites le déroulé et que vous remettez tout ça dans l'ordre, vous vous rendez compte que ce jouet américain, Transformers, est né à partir de jouets japonais, eux-mêmes issus de détournements du G.I. Joe américain. C'est génial! Cela étant, travailler entre Américains et Japonais au début des années 80 n'était pas simple.
d'autant que le processus de création d'un jouet était plutôt coûteux et complexe. Un prototype papier est créé, des moules en acier sont ensuite réalisés, c'est ce qui coûte le plus cher, et ensuite on passe à la phase quali et les tests. Si aucun souci n'est décelé, on peut alors commencer la production en série, en Chine. Le principal matériau étant le plastique, mais il y avait quelques pièces en métal, notamment les vis. Après, on utilise toutes sortes de techniques de décoration, tampographie, autocollant, peinture. Alors la tampographie est un système d'impression au moyen d'un tampon en caoutchouc déposant une couche d'encre très fine sur un support. Par exemple, les minifigs Lego sont toutes tampographiées. C'est utile pour décorer les produits difficiles à imprimer. Alors une fois l'objet terminé, il est packagé et distribué, et Hasbro va utiliser la même méthode publicitaire que pour son G.I. Joe, celle qui a été développée en son temps par Mattel avec Musclor, quelques mois plus tôt. Comics et dessins animés. Et pour cela, elle va s'associer à Marvel et plus particulièrement Jim Shooter, une célébrité dans le domaine du comics. J'en parlerai dans la partie idoine. Alors ce dernier écrira la Bible et demandera à Bob Budiansky de trouver le nom des premiers Transformers. Le documentaire Netflix dit 26, mais en fait c'est 28 jouets qui sont sortis à l'époque. Bob y passera un week-end, mais il y arrivera. C'est lui aussi qui crée le concept de la matrice Autobot. Et c'est lui aussi qui conçoit les données techniques que l'on retrouve au dos de chaque emballage. Dans ses mémoires, Jim Shooter racontera qu'Hasbro n'est pas la première société à avoir contacté Marvel pour la création d'un lore autour de véhicules qui se transforment en robots, ou l'inverse. En réalité, quelques temps avant, la société Knickerbocker Toys avait fait une demande similaire avec un concept ultra abouti nommé Mysterians, dont l'idée venait du Japon. Sauf que voilà, au moment de conclure, la société a été rachetée par Hasbro et le projet est annulé. Ce soir, je vais conclure. Et donc, pour pouvoir vendre son produit, Hasbro va imaginer tout un environnement, les Autobots, les Decepticons, et bien sûr les noms qui vont avec, Bumblebee, Soundwave, Megatron, Optimus Prime. Et si vous avez vu la rétro Musclor, vous savez que lorsque Reagan a été élu président des États-Unis au début des années 80, il a déréglementé la télé. Pour faire simple, avant lui, on n'avait pas le droit de vendre des jouets issus directement de dessins animés pour enfants. Les films, oui. Les animés de la télé, non. Et lorsqu'ils dérèglent, les Américains ils vont se jeter là-dedans pour vendre et faire de la pub pour leurs jouets. Transformers c'est un exemple parmi d'autres et c'est aussi pour ça que vous avez des épisodes qui sont centrés sur un personnage pour bien vendre le jouet ou alors qu'on va répéter 50 fois le nom du produit le plus anodin à l'écran. Donc les restrictions étant levées, l'entreprise américaine pourra utiliser l'animation pour créer des pubs de 25 minutes. Oui mais voilà, le chemin n'est pas complètement ouvert. Le problème c'est qu'à l'époque, Bandai et Tonka sortent quelques mois avant les célèbres GoBots qui vont sérieusement concurrencer les Transformers. Grosse crainte, d'autant que dans la gamme, il y a des figurines plutôt sympas, grand format avec du métal. Bon, c'était la classe quand même les GoBots. Alors, petite larme pour la moto que je possède encore, qui a vécu et qui n'est plus en très grande forme. Cela étant, rassurez-vous, cela va bien se passer pour les Transformers puisque le concept est solide et bien pensé. Il cartonne dès la première année, 115 millions de dollars en 1984, le chiffre fait tourner les têtes. Tout est bien huilé et finalement les GoBots vont s'effondrer. Il faut dire que le concept était quand même beaucoup moins abouti sur le plan de la communication notamment. Le dessin animé Transformers était d'un tout autre niveau, le charisme d'Optimus Prime et de son antagoniste, sans oublier Soundwave, super apprécié, le générique mythique, l'effet sonore mythique. Cela a plié la concurrence, et donc, plusieurs séries de jouets ont été créées. Alors, on va voir tout ça. T'es prêt, Minimus? Super! Alors, la première série contient donc 28 robots, 18 Autobots et 10 Decepticons. Parmi les Autobots, vous retrouvez Optimus Prime, mais aussi Bumblebee, Ironhide, Jazz, Sideswipe ou encore Wheeljack. Du côté des Decepticons, il y a Megatron, Soundwave, Starscream ou encore Ravage. Et quand vous imaginez que dans tout ça, il y en a un qui se transforme en une arme à feu basée sur un modèle réel, vous imaginez bien la difficulté de faire cela aujourd'hui. Cette première série est assez peu originale au final, car beaucoup sont des clones des jouets de Takara, on change la peinture, 2-3 articulations et on est bien. Hasbro a un peu changé les gentils et les méchants. À l'origine, Megatron et les Constructicons, qui arriveront l'année suivante, étaient plutôt pensés pour être des gentils du côté de chez Takara. Mais c'était sans compter sur les Américains qui aiment bien tout bouleverser. Dans la seconde série, on a 26 nouveaux robots qui débarquent et les précédents sont réédités, la gamme se perfectionne et des sous-familles apparaissent comme les Dinobots ou les Omnibots chez les gentils ou alors les Insecticons et donc les Constructicons chez les méchants. Hasbro ajoute aussi des fonctionnalités où tu frottais le petit stickers logo de la famille du robot pour le faire apparaître, c'était à la mode. Les deux séries sont sorties en 1984 et 1985.
En 1986 vient une nouvelle série avec sa controverse, et oui, Hasbro voulait faire table rase du passé, et pour cela, un film fut sorti afin de présenter les nouveaux robots tout en tuant la plupart des robots des 2 premières séries. C'est un carnage d'huile et de boulons, pire que Game of Thrones. C'est vous dire, hein, vous en faites pas, je reviendrai sur le film. Dans la seconde série apparaît un Autobot très apprécié du nom de Jetfire, anciennement Decepticon. Jetfire n'est pas une production Takara, mais une production Takatoku Toys. Et en réalité, cela vient d'une autre série très connue, Macross, en l'occurrence le VF1S Super Valkyrie, qui a été recolorisé pour en faire un Transformers. Alors il ne fut pas commercialisé au Japon, et quand vous voyez les images, l'influence Macross est très claire par rapport au reste de la gamme. Bon, après le film, ça va devenir un peu le bordel, il va y avoir plein de nouveaux, mais aussi pas mal de downgrade. Hasbro prend le pas complet sur Takara, et part créer les Zen-Masters, les Target Masters, les Pretenders, les Power Masters, les Micro Masters, les Lego Masters. Ah non, pardon, ça c'est autre chose, c'est ma faute. Et donc dans cette seconde partie des années 80, les transformations sont de plus en plus simplifiées, et ça commence à déplaire aux enfants. Et ce qui devait arriver, arriva, la franchise s'effondre au début des années 90, mettant fin à la première génération de jouets. La seconde génération fut assez courte, 2 petites années incluant des jouets de la première génération, et des nouveautés. Il faudra attendre le milieu, voire même la fin des années 90, pour revoir la franchise redécoller pleinement avec les Transformers version animaux. L'humanité bénéficie d'un renouveau de la franchise, de nombreuses thématiques et tout un tas de séries animées. Vu avec appréhension au début, Beast Wars va être un très gros succès et ouvrir la voie à d'autres succès qui seront alors propices à la sortie d'un film live en 2007 avec une nouvelle gamme de jouets, un nouveau design. Mais bon, je ne vous cache pas qu'au début des années 2000, ça va devenir très compliqué. Les séries vont se multiplier et forcément les lignes de jouets aussi. Et il y a de tout, hein, de la nouveauté, du relaunch, des histoires alternatives et les films live. Par exemple, en 2021, Hasbro a lancé la gamme Legacy qui commémore le 40e anniversaire de la marque, et très sincèrement, c'est bien foutu, hein. On peut aussi citer quelques crossovers très geeks comme Ghostbusters que je possède, Back to the Future, X-Men avec le Blackbird que j'ai également, G.I. Joe ou encore Top Gun, là encore en ma possession et il est absolument fantastique. Et cette année, on a eu le droit à K2000. Et ça, c'est sans compter les figurines en résine et tous les à côté que délibérément je ne traiterai pas. Alors le seul truc que je vais traiter, vu que je suis Legophile, c'est la version Lego d'Optimus Prime. Elle est franchement bien faite, on la trouve encore et le mécanisme de transformation est vraiment chouette. J'ai fait une vidéo sur le sujet pour vous montrer un peu ce que cela a donné, et ça rend très bien. Le côté très anguleux de la brique se marie parfaitement avec la thématique. Et cette année est sorti Bumblebee pour l'accompagner, et là aussi c'est une vraie réussite. Alors il est plus petit, mais la réalisation est vraiment bonne et il se transforme assez facilement. On trouve encore les deux sans difficulté et je les conseille. Bon, cela étant, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez suivi, mais c'est quand même assez dur de s'y retrouver pour un néophyte. Et même en ayant passé des heures et des heures sur le sujet et en ayant croisé les sources, j'ai du mal. Il faut vraiment être un fan absolu, un spécialiste, pour pas dire d'ânerie. Donc, pour conclure cette première partie, je préfère revenir plus en détail sur ce qui nous a fait rêver étant gamin, c'est-à-dire les 2 premières générations, série après série. Dans la première série de Transformers, on est très proche donc des gammes originales japonaises. Et déjà, les principaux sont là avec leurs caractéristiques, leurs spécifications et leur niveau de compétence dans un certain nombre de domaines tels que la force, l'intelligence, la rapidité, l'endurance ou le courage. C'est noté de 1 à 10, à l'arrière de la boîte, on avait une image qu'il fallait décoder avec une petite carte rouge, c'était à la mode aussi. Chez les Autobots, on avait les mini-voitures directement issues de la gamme Microchange comme Bumblebee, et on avait les véhicules au concept un peu plus élaboré comme Mirage. Et bien sûr, le plus célèbre d'entre eux, Optimus Prime, qui est un gros bill car il a 10 partout, sauf en vitesse et en puissance de feu. Du côté des Decepticons, il y avait les avions, les lecteurs de cassettes, bon, pas très pratique pour le combat, faut le dire, et leurs mini-cassettes d'ailleurs. Alors je vous avoue que j'adore particulièrement les cassettes que je trouve ultra stylées. Vous êtes pas d'accord avec ça? À côté des cassettes, il y avait aussi les avions de chasse, Starscream, Skywarp et Thundercracker. Alors ils se sont pas cassés la tête avec ces trois-là, hein, ce sont les mêmes moules, mais ils avaient des couleurs différentes. Et puis bien sûr, il y avait Megatron, qui pouvait se transformer en P-38. Et au niveau des caractéristiques, c'est une brute, même s'il reste en dessous d'Optimus. C'est pour ça que d'ailleurs les gentils gagnent toujours. Enfin, veuillez noter que chacun a une fonction, espion, guerrier, reconnaissance. Alors l'arme de Megatron, qui vient de la série de jouets Microchange, tire son inspiration de la série américaine The Man from U.N.C.L.E., une série très populaire des années 60, qui a eu le droit à son remake en 2015, réalisé par Guy Ritchie avec Henry Cavill, Armie Hammer et Alicia Vikander. Je le conseille.
En 1985, d'autres personnages apparaissent. Dans les deux camps, on a toujours des objets plutôt simples, comme les minicars. Mais cela étant, même dans cette gamme, il y a des jouets un peu plus sophistiqués, comme Power Glide. Et puis, vous avez les robots plus élaborés. Alors, il y a quelques nouveautés. Les Jump Starters, par exemple, qui, comme leur nom l'indique, avaient un petit mécanisme intégré pour sauter et passer de leur format véhicule au format robot en un instant. C'est un mécanisme sympa, mais je trouve que ça dénature un peu le côté Transformers de base. J'aimais pas trop ce truc-là, moi. Alors, d'autres jouets le faisaient, et pour moi, c'était pas vraiment Transformers. Et puis il y avait les Dinobots, et ça c'était quand même la classe, des dinosaures robots. Le T-Rex, une merveille. Les Autobots ont eu le droit aussi à leur lecteur cassette, très classe, et une base avec des rails. Du côté des Decepticons, c'est l'arrivée des Insecticons et des Constructicons qui marquent la gamme, et là les mécanismes de transformation sont vraiment sympas, même pour les plus petits. Il y avait les normaux et les Deluxe. Et puis chez les Constructicons, il y avait le méga robot Devastator, qui était une combinaison d'autres robots, c'était vraiment génial comme concept. Et à côté de ça, on avait Blitzwing qui avait 3 formes différentes. Alors j'en ai jamais eu entre les mains, mais je suis vraiment curieux de savoir comment ça rendait en vrai à l'époque. Je trouve vraiment l'idée géniale. Et puis il y avait Shockwave, la méga classe aussi, une tuerie. 1985, c'est clairement avantage des Decepticons pour moi. En 1986, je vous l'ai dit, sur la 3e série pour accompagner le film animé, on a grosso modo toujours les mêmes typologies, des robots simples et d'autres plus sophistiqués. Le concept de 3 formes est repris sur plusieurs robots. Il y a toujours les mini-cassettes et ça marche super bien. Il y a aussi des avions, une moto que je trouve particulièrement ratée d'ailleurs, mais il servait de jambe à un nouveau méga robot, Defensor. Sans oublier Metrolex, la super base de combat, un monstre aussi. Et le chef de tout ça, c'était Ultra Magnus, qui est quand même moins sympa qu'Optimus. Chez les Decepticons, renouvellement de la gamme complète, là aussi des robots simples et d'autres plus complexes. Mais le simple, c'est vraiment simple pour le coup. Regardez-moi Dragstrip, même pas de jambes, il se casse vraiment pas la tête. Par contre, il va servir de bras à Menacor, le robot géant. Il y en a même un deuxième géant avec Bruticus, que je trouve beaucoup mieux réussi pour le coup. Et puis il y a des nouvelles sous-gammes comme Predacons avec Dive Bomb, que je trouve complètement raté, ou encore Headstrong. Mais ils vont se combiner pour former Predaking, et lui, il a de la gueule quand même. Est également introduit le concept de charge avec un mécanisme de motorisation. Vous savez, ce principe simple où on charge les roues pour que le véhicule puisse partir tout seul. Et bah Hasbro s'est arrangé pour que cela fonctionne aussi en mode robot. Donc les robots roulent, ce qui est moins pratique que des jambes. Autant rester en voiture pour le coup. Les Decepticons ont aussi le droit à leur base avec Tripticons qui lui est assez balèze. Le chef de tout ça c'est le puissant Galvatron qui se transforme en canon laser. Mais dans toute cette gamme, je crois que mon préféré reste Reflector. Là aussi le concept est issu de la gamme Microchange de Takara et il est absolument génial. Comme vous le voyez, c'est un appareil photo qui est divisé en 3 robots et c'est super. Bon, c'est à partir de 1987 que je trouve que tout ça va partir un peu en sucette. Pour le coup, on a dans les deux camps des transformations vraiment très simples. Chez les Autobots, regardez, Freeway ou Chase, c'est ultra basique. Encore plus que ceux d'avant, qui étaient déjà basiques. Et puis il n'y en a pas que 2 ou 3 comme ça, ils sont presque tous comme ça. Wildlot, Searchlight, les plus sophistiqués, c'est les simples d'avant pour moi, comme Lightspeed par exemple. Même le robot géant, il est moche. Je retiendrai quand même dans cette gamme Double Cross, un dinosaure sympa à 2 têtes, ou un dragon, on sait pas trop, ainsi que Grotus, car vous changez une lettre de son prénom et il devient ridicule. Et puis Hasbro a une idée de malade, sur certains bots, on peut voir le score de leurs caractéristiques. Ouais, je suis ironique quoi. Par contre, je reconnais que la forteresse est vraiment mastoc et bien foutue. Ça c'est un bon point. Côté Decepticons, je trouve que c'est un peu mieux. Déjà, j'adore leur cassette dino, c'est bien plus stylé. Mais c'est tout aussi simple, Lui par contre, faut qu'on m'explique le délire. Reaper Sniper. Les 2 formes sont debout, rien de complexe. Super. Comme on sait plus trop faire les robots à 3 formes, on trouve une astuce. Les duocons. Traduit en français par les 2 véhicules qui s'assemblent pour faire un robot. Voilà, ça fait 3 formes. Bon, cela étant, je suis mauvaise langue, car on a quand même Six Shot qui est un Transformers avec 6 formes différentes. Le robot, la voiture blindée, le loup, le tank, le pistolet et le vaisseau. Pour le coup, c'est pour moi le jouet de la gamme. Alors les Decepticons ont aussi le droit à leur robot avec la nouvelle fonction permettant de voir leurs caractéristiques. Tout n'est pas à jeter, mais on n'a plus le charisme des premières séries. A noter quand même la volonté aussi de développer un train électrique avec Tyco. Avec la série 5, on aura encore des Transformers dans les lignées précédentes qui manquent un peu de charisme, avec plein de sous-genres et le retour d'Optimus Prime. Bah ouais, la résurrection quoi. Chez les Autobots, les mini-cassettes sont assez bof, et on a toujours un lot de robots ultra simples comme Guzzle, et même Dogfight, où il semble même plus à faire des bras. Quant à Override, il est unijambiste, mais en même temps, c'est une moto. Donc franchement, je la trouve moche, cette série, faut le dire. Le robot que je retiens, c'est Optimus Prime, avec tout un lot d'accessoires de combat sympa, et puis une base. Mais voilà, c'est à peu près tout. Alors, il y a quand même un autre robot à 6 formes, en la personne de Quick Switch, mais à part ça, je trouve que c'est le néant, en fait, cette gamme.
Bon, cela étant, il y a aussi l'idée bizarre de mélanger humains et Transformers. Enfin, c'est pas exactement ça. Les Transformers veulent se fondre dans la masse, alors Hasbro crée les Pretenders. En gros, ce sont des robots qui revêtent une sorte de coque armure pour se fondre dans l'environnement naturel du lieu où ils sont. Les Autobots prennent une forme d'humain. Oui, alors chez eux, c'est pas mieux, hein, on retrouve les mêmes gammes à peu près, mais pas de Megatron, et ça, c'est nul en fait. Mais bon, c'est pas aussi nul que le concept des Firecons. Alors, c'est 0 sur l'échelle des transformations, je préfère les Jumpstarters à la limite. Hein. Les cassettes sont un peu mieux que les Autobots, il y en a une double qui se combine, c'est pas mal d'ailleurs comme idée. Les Seacons remettent au goût du jour les 3 formes dans l'univers marin, c'est plutôt un bon concept, mais pas complètement réussi je trouve. Je retiens quand même le méga robot Piranhacon. Pour le reste, je passe mon tour en fait. Je suis pas du tout emballé. Cela étant, chez eux, les Pretenders sont des espèces de monstres. Alors j'ai pas compris dans quel milieu naturel ils voulaient s'intégrer pour le coup. Donc série suivante. Alors si vous aimez les Pretenders, dans la série 6, vous allez en bouffer. Pretenders, Mega Pretenders, Ultra Pretenders. Et à côté de ça, il y a les Micromasters. Chez Autobots, vous vous rappelez l'idée de se fondre dans la masse avec les Pretenders humains. Je suis pas certain qu'il existe des humains de tête en fait. Hein. Et puis bon, je comprends d'autant pas le concept car le robot, lui, il en a qu'une. Sinon, Hasbro a aussi décidé de reprendre ses vieux Transformers pour en faire des Pretenders, comme Bumblebee ou Jazz. Quant au micro, c'est bien sûr une gamme d'Autobots tout petite et simpliste. Mais bon, ils ont quand même une base. Côté Decepticons, même combat. Donc on a les Pretenders qui sont des monstres. Alors je pense que l'idée c'est de se fondre dans l'environnement naturel des Bioman en fait. Franchement c'est plus des Transformers là. Les Pretenders peuvent s'assembler pour créer Monstructor. Bon sang, même le nom c'est la déception chez les Decepticons. Et puis, regardez celui-là, Stranglehold. Le robot, tu lui rabats juste les jambes et la tête et paf, il est transformé. Enfin cochère, rhinocéros, on sait pas ce que c'est, mais c'est horrible alors vite, la suite, la série 7. Donc la série 7 débarque et là les Pretenders ont disparu, mais il y a quasiment que du micro-truc. Hein. Chez les Autobots, la gamme est ultra simpliste, encore une fois, très peu d'articulation, les transformations sont super light, on est loin des premières séries. Cela étant, il y a quand même une gamme Action Masters un peu plus cool, qui renoue un peu avec le passé. On retrouve nos héros, Bumblebee, Jazz, Wheeljack, et même Optimus Prime, ils sont tous là, et ça c'est trop bon. Bon, il y a juste un petit souci. Très léger souci, pour les Transformers. Ils se transforment pas! C'est quoi ce bordel? Des Transformers qui se transforment pas. Alors oui, scénaristiquement, il l'explique dans le dessin animé. Mais c'est quand même un scandale, ça. Tu m'étonnes que la licence, ça s'effondre juste après. Chez les Decepticons, c'est pareil, des micro-trucs tout simples et des Action Masters qui se transforment pas. Megatron est là aussi et il aura le droit à un super tank géant. Et c'est avec ça que la génération 1 se termine et Transformers au début des années 90. C'est l'âge sombre. C'est dans ce contexte que sort la seconde génération en 93, et c'est une remise au goût du jour de personnages emblématiques. Du côté des Autobots, on a des mini-véhicules, des véhicules classiques, et d'autres plus sophistiqués, et des Dinobots. C'est vraiment un retour aux sources. Les minis sont simplistes, mais certains ont un effet chromé plutôt stylé, à l'image de Bumblebee. La série normale est de bonne facture. Voyez Inferno, qui ressemble à un vrai Transformers. Et puis il y a le super cool Jazz. Voilà, c'est ça qu'on veut nous. On a 3 Dinobots, super bien faits, et le boss, Optimus Prime, avec une nouvelle remorque. La classe. Moi, il m'en faut pas plus que ça. Pour les Decepticons, c'est pareil, retour aux sources, les Constructicons sont de la partie, ils peuvent être assemblés pour créer un vraiment chouette Devastator. On a des jets basiques, mais quand bien même, des jets méga plus complexes. Et puis, Megatron est de retour dans un design plus militaire pour correspondre à sa forme de tank. Avec cette génération, on aura le droit à une seconde série qui confirme la première. Alors j'y reviens pas, mais notez qu'on a un petit lifting pour Optimus Prime et Megatron. Je vous laisse apprécier ou pas. En tout cas, cette nouvelle génération est bien plus aboutie et intéressante que la fin de la précédente. Bon, en même temps, c'était pas bien dur de faire mieux. Et puis ensuite, on aura une troisième série. Les Autobots sont une gamme GoBots avec des avions également, mais c'est plutôt pas mal. Il y a un nouveau Bumblebee qui prend la forme d'une Pontiac, et j'aime beaucoup Mirage dans cette gamme. Il y a un petit Optimus Prime Leader aussi pour le coup, qui est une Lamborghini. Pour les caractéristiques, ils ne sont pas cassés la tête, il a 10 partout. J'aime beaucoup les avions, très réussis, ainsi que la moto. Quant au vrai Optimus, en forme camion, il a plutôt de la gueule. Les Decepticons sont un peu moins nombreux, il y a des GoBots aussi avec Soundwave et Megatron dans ce modèle, et la moto est vraiment bien foutue. La deuxième génération repart sur des bonnes bases, jusqu'à l'arrivée des Beast Machines et tout l'univers des Transformers version animaux, qui vont faire un carton, avec d'un côté les Maximals, les gentils, et de l'autre les Predacons,
les méchants, dirigés respectivement par Optimus Primal et Megatron. Un succès important qui ouvrira la voie vers une nouvelle ère de Transformers et de jouets. Donc aujourd'hui des gammes Transformers, il y en a un paquet, personnellement j'en ai quelques-uns de la gamme Legacy que j'aime beaucoup, et c'est plutôt pas mal, mais pour finir sur cette partie, je voudrais quand même juste faire un écart sur les crossovers dont j'ai déjà parlé. J'ai rapidement cité quelques-uns, mais sachez qu'il existe une gamme spécifique Transformers Crossovers entre 2008 et 2011, et là il y a du très lourd. En fait, la gamme était dédiée à Marvel et Star Wars. Il y a eu plusieurs vagues de figurines, et je ne résiste pas à vous en présenter quelques-unes que je trouve vraiment chouettes. Dans la gamme Marvel, les héros les plus connus sont concernés comme cette superbe moto Spider-Man Black, une vraie tuerie. Elle existe en rouge et bleu également. Après, il faut dire que du Speedhead Transformers, on a eu un paquet, Des motos, des hélicos, des voitures, mais les autres héros ne sont pas en reste, comme Hulk, Thor, Captain America ou encore Iron Man. Et il y en a qui sont vraiment bien, Personnellement, j'ai réussi à choper le crossover avec les X-Men et j'en suis vraiment dingue, même s'il est très complexe à monter, démonter. Du côté de Star Wars, là aussi il y a du mythique. Alors oui, c'est complètement what the fuck, mais franchement, un petit Dark Vador TIE Advance, c'est pas jouissif ça? Et vous avez vu cette étoile de la mort? C'est pas un truc de malade? Qu'est-ce que j'aurais aimé la voir celle-là? Mais bon, pour moi les deux meilleurs, ce sont les deux vaisseaux iconiques de la saga. D'abord le Faucon Millennium avec une version Chewie et une version Han Solo, et enfin, le célébrissime X-Wing. Qu'est-ce que j'aimerais les avoir aussi? Et puis bon, comme on n'est plus à une bizarrerie près, dites-vous que Disney aussi s'y est mis avec 3 jouets, Mickey, Donald et Buzz l'éclair. Du très bon goût en quelque sorte. J'en ai fini avec cette partie, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager. Minimus est avec moi pour vous... Ah non, pardon, il est occupé là. Donc je vous dis à la prochaine, en attendant, prenez soin de vous.